Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de mai. Dans ce point lecture, j'ai du coup 5 romans à vous présenter et vous allez voir, j'ai fait de très bonnes lectures. Tout d'abord, je vous parlerai de Yardam, le petit dernier par Aurélie Wallenstein. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du roman Le gardien de la source par Vanessa Terral. Après, ce sera au tour du roman Le secret du colibri par J. Robin Brown. Puis autour du premier tome de La dernière geste, qui s'appelle donc Dans l'ombre de Paris et qui est écrit par Morgan of Glencoe. Et pour terminer, je vous parlerai du premier tome de la série La quête des opales, écrite par Sarah Driver et qui s'appelle donc Écume. Je vais donc démarrer tout de suite et je démarre avec Yardam par Aurélie Wallenstein. C'est le 4e roman que je lis de l'autrice après du coup Le Roi des Fauves, Le Dieu Oiseau et Mère Morte que j'avais beaucoup aimé. Et du coup je me suis lancée dans celui-ci puisque je l'ai reçu de la part des éditions Scrineo que je remercie. Du coup ici on est sur un roman de fantasy, c'est pas un roman de fantasy dans le sens où on a des grands espaces etc, mais ça reste un roman de fantasy puisque ça se passe dans un univers complètement créé, plus particulièrement ça se passe donc dans la ville de Yardam et cette ville de Yardam vient d'être mise en quarantaine à cause d'un virus, donc oui forcément ce n'est pas sans rappeler l'actualité, mais comme nous le disait Aurélie Wallenstein, ce roman-ci, elle l'a fini il y a un an maintenant, puisqu'ensuite il y a eu toutes les phases de correction, d'édition, etc. Donc voilà, du coup, elle ne pouvait pas prévoir qu'il sortirait dans une période dans laquelle on retrouverait autant de choses de ce qu'elle dit dans son roman finalement. Et du coup, donc, pour ce qui est de Yardam, du coup, nous on va suivre le personnage de Kazan. Le personnage de Kazan est un jeune homme qui, depuis qu'il a été contaminé, vit avec plusieurs voix dans sa tête. Puisque en fait on va l'apprendre très tôt puisque nous on suit le personnage de Kazan et que le personnage de Kazan est justement porteur de la maladie. Voilà, ce qui se passe en fait c'est que c'est un virus qui fait que la folie devient sexuellement transmissible. Et donc c'est ce qui est arrivé à Kazan. Kazan se sert du coup de tout ça pour récupérer des informations auprès des gens dont il a besoin et puis il mène du coup une vie de voleur à Yardam. Au moment où la quarantaine est décidée, lui il décide de s'échapper, sauf qu'il va revenir sur sa décision un peu au dernier moment puisqu'il va voir 2 médecins étrangers qui essayent d'entrer dans la ville pour pouvoir aider la population. Au départ, les soldats a priori n'ont pas l'air décidés à vouloir les laisser entrer et du coup Kazan se décide à les aider pour qu'ils puissent rentrer dans la ville et il se dit qu'en échange comme ça, ils pourront probablement l'aider à guérir puisque cette folie qui guette tout le monde ne leur permet pas juste d'avoir des voix dans leur tête, mais petit à petit, voilà, si ça augmente trop, les personnes ne peuvent plus le supporter. Du coup, on suit tout ça. Comme je vous l'ai dit, du coup, en fait, nous, comme on suit le personnage de Kazan, finalement, on sait globalement ce qui se passe dans le récit. Il y a certaines interrogations qu'on se pose et que les personnages vont se poser après, de savoir d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que c'est né, etc. Ce sont des choses qu'on ne sait pas. Mais globalement, le mécanisme, nous, on le connaît. Alors que le mécanisme, les autorités, etc., le connaissent pas. Ils ignorent complètement d'où viennent toutes ces choses qui se passent dans leur ville. Et du coup, eux, ils se posent plein de questions, donc on les suit quand ils se posent plein de questions, et puis les médecins aussi se posent plein de questions. Mais nous, comme on suit le personnage de Kazan, on sait déjà ce qui se passe. Du coup, c'est vrai que c'est assez particulier, et que du coup, ça peut amener à certaines lenteurs. De manière générale, les lenteurs, c'est quelque chose que je reproche un peu au récit dans son ensemble. C'est un récit qui fait quand même 470 pages. Et je pense qu'il aurait été encore plus intéressant, encore plus percutant s'il avait été un petit peu plus court et du coup s'il avait été un petit peu allégé parfois. Mais sinon c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié parce que je trouvais que c'était un roman qui était sombre, qui osait des choses, qui avait des idées autour de la folie, des voix, de ce qu'on appelle ensuite les coquilles, etc. Qui sont vraiment intéressantes. Et puis j'ai vraiment bien apprécié le trio que vont former finalement les 2 médecins et Kazan. Je trouve qu'il se passe des choses très intéressantes, que ça amène à pas mal de questions sur l'identité de chacun, enfin voilà, pas mal de choses comme ça que vous pourrez découvrir en lisant le roman, je ne vais pas trop vous en dire. Mais voilà, ça amène une relation particulière finalement entre les 3 que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et de manière générale, j'ai bien aimé les personnages. Je sais que donc je l'ai lu en lecture commune avec plusieurs personnes. Je sais que plusieurs ont eu vraiment du mal avec le personnage de Kazan parce qu'effectivement c'est pas du tout un personnage qui cherche à faire le bien. S'il aide les médecins c'est juste parce qu'il dit que comme ça ils pourront peut-être sauver sa peau.
Donc voilà, c'est pas un personnage très sympathique, et puis c'est un personnage quand même qui tue beaucoup de gens et qui a pas forcément énormément de scrupules à le faire, etc. Donc voilà, c'est pas un enfant de cœur, clairement. Mais pour ma part, j'ai bien aimé le suivre et j'ai bien aimé voir tout ce qui se passait dans sa tête, tous les mécanismes qui se passent dans sa tête, puisque c'est vraiment un personnage du coup qui est complètement fou, hein. Mais voilà, c'était intéressant du coup de le suivre, et puis je trouve que c'est un roman dans lequel il y a beaucoup de choses, comme je vous disais, qui sont sombres, et que globalement Aurélie Wallenstein, mais c'est quelque chose qui est commun je trouve à tous ses écrits, ose dire les choses, ose faire des choses, ose ouais, ne pas montrer que des choses très chouettes. Et donc voilà, c'était intéressant. Et après, par contre, oui, il y a un moment dans le récit, en fait, nous on l'avait divisé en 4 parties, et la troisième partie, du coup, pas la fin, mais après la moitié, il y a une partie dans laquelle ça part un petit peu dans autre chose, ça part dans quelque chose de vraiment étrange, qui est pas trop le style de truc que j'aime bien lire. Du coup, voilà, j'étais un petit peu déstabilisée par cette partie-là, je voyais pas trop où est-ce qu'on voulait en venir, mais finalement pour la suite, enfin pour la fin, ça retourne un peu plus dans ce qu'on suivait avant. Donc voilà, et puis l'autre petit reproche que j'ai à faire, c'est par rapport à la fin que j'ai trouvé un peu évasive. Finalement, on n'a pas vraiment la réponse à d'où est-ce que tout ça vient, etc. Il se passe plein de choses intéressantes, il y a des personnages intéressants, des questions intéressantes qui se posent avec les différents personnages qu'on rencontre vers la fin, mais je trouve pour autant qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Mais voilà. Mais du coup ça a été quand même une bonne lecture, même si j'ai du coup quelques reproches à lui faire, ça a été une bonne lecture, et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans le roman Le Gardien de la Source par Vanessa Terral aux éditions Pygmalion. C'est un roman que j'avais dans ma pile à lire depuis quelques temps déjà, qui commençait un petit peu à traîner. Et avant ça, il était resté pendant très longtemps dans ma wishlist aussi. Globalement, c'est un roman que j'ai beaucoup fait traîner. Et je me suis dit qu'il était enfin temps que je le lise. En plus, cette couverture me plaît quand même beaucoup. Du coup, j'avais quand même très envie de le découvrir. On est ici sur un roman qui mélange du fantastique et de l'historique, avec également un peu de romance. C'est un roman qui du coup se passe en 1814, et les personnages que l'on suit du coup habitent dans le sud de la France, et ce qui se passe du coup à cette époque-là, c'est que Napoléon vient d'être arrêté, vient d'être envoyé je crois en exil, ou arrêté en tout cas, enfin bref, voilà, du coup on est à nouveau sur un changement de régime. Tous les nobles qui avaient été un petit peu mis de côté commencent à espérer retrouver un petit peu leur splendeur, etc. Donc ouais, voilà, globalement c'est une période dans laquelle il y a pas mal de renouveau. Il y a également des anciens soldats, donc c'est pareil, ils sont dans des situations qui sont complètement en train de changer. Et nous, dans ce contexte-là, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Marie-Constance. Non, Marie-Constance, c'est la maman. Anne-Hélène. Anne-Hélène, du coup, c'est notre héroïne. Anne-Hélène, c'est l'héritière d'un duché, puisqu'elle vit seule avec sa mère, et que du coup, sa mère en est actuellement propriétaire, gestionnaire, etc. Du coup, voilà, Anne-Hélène doit hériter de tout ça, sauf qu'au tout début du récit, on apprend qu'elle va être frappée par une malédiction. On ne sait pas exactement ce qu'entraîne cette malédiction, mais voilà, on apprend qu'il y a quelque chose au départ. Ensuite, on va avoir pas mal d'ellipses, et puis on va la suivre un peu plus âgée lorsqu'elle va faire ses premiers bals pour entrer finalement dans le monde, pour être présentée au futur, au bon parti, etc., qui pourrait être intéressant pour le domaine de Varage. C'est une marquise, oui c'est ça, une marquise et son héritière. Sauf que en fait lors du premier bal, elle va rencontrer un homme qui n'est pas du tout un des jeunes garçons qui sont là également pour être présentés. C'est un homme qui est plus âgé et qui en plus est le frère d'un homme très puissant, et c'est son frère qui a plutôt une mauvaise réputation. Anne-Hélène va le rencontrer et on va assez rapidement se rendre compte qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là, et que ce fameux frère a également des choses un petit peu compliquées qui lui sont arrivées, enfin il est connu pour des contrebandes, etc. Mais il a également une part un peu sombre qui laisse aussi penser qu'il y a un côté un petit peu fantastique qui le concerne, comme il y en a un du coup autour d'Anne-Hélène avec la malédiction. Et finalement, voilà, ces deux personnages-là sont très attirés l'un par l'autre, mais ne disent pas clairement les choses. On va avoir encore le temps qui va passer, etc. Et puis après, on a vraiment toute une histoire avec une relation qui se crée. C'est une relation qui est assez particulière, et effectivement, c'est une relation qui n'est pas forcément la plus saine. Pour autant, c'est pas quelque chose qui m'a forcément énormément dérangée, c'est quelque chose qui m'a un peu fait tiquer, mais qui m'a pas forcément dérangée. Ça m'a pas forcément dérangée déjà parce que bon, ça se passe quand même à une autre époque, et puis surtout en fait parce que certes il se passe des choses qui sont pas tout à fait saines, mais la plupart des personnages en fait
concèdent et disent effectivement que c'est pas quelque chose de sain. Et finalement les choix qui sont faits sont des vrais choix. Donc voilà, du coup c'est pour ça que je trouve que ça passe quand même si effectivement il y a certains éléments qui peuvent surprendre un petit peu à la lecture, on se dit ah que bon, c'est pas super chouette quand même ce qui se passe. Mais voilà, après j'ai vraiment beaucoup apprécié l'écriture qu'il y a dans ce roman. C'est un roman qui mêle en fait finalement deux styles d'écriture, qui mêle une écriture narrative, descriptive, qui est vraiment une écriture travaillée et très belle. C'est pas le style le plus fluide et le plus accessible, mais c'est vraiment plaisant à lire de voir qu'il y a autant de soins portés aux phrases, etc. Et en parallèle de ça, les dialogues entre les personnages sont souvent sur un ton un peu plus piquant. Il y a effectivement quand même le côté lié à l'époque qui reste conservé, mais ce sont également des personnages qui sont assez piquants, l'héroïne est assez impertinente. Donc voilà, on a du coup un jeu vraiment au niveau des dialogues qui est intéressant. Et d'ailleurs ce jeu entre les dialogues plus la romance un petit peu étrange au départ n'est pas sans rappeler Orgueil et Préjugés. Je trouve qu'il y a un petit côté qui rappelle un peu ça dans ce roman. Et puis la dimension vraiment oui, fantastique avec la malédiction, etc. Il y a un côté un petit peu vampirisme également qui va être traité. Tout ça j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai vraiment bien aimé tout ce qui est proposé ici. C'est assez particulier mais c'est intéressant. Et puis ouais, et le contexte historique également est intéressant. On voit bien comment ça a pu influencer sur la vie de chacun. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture, j'ai passé un bon moment avec, j'ai été surprise par ce récit, je suis contente de l'avoir enfin sorti. Et à nouveau, on n'est pas forcément sur un récit super chouette, on est sur un récit qui est quand même assez sombre et dans lequel il se passe pas mal de choses qui sont assez fortes. Donc voilà, mais c'est un récit que j'ai bien apprécié et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans le roman Le Secret du Colibri par J. Robin Brown aux éditions donc, du Chat Noir dans leur collection Chat Blanc. C'est le premier roman que je lis de leur collection. C'est donc une collection qui est plutôt à visée young adulte avec des textes contemporains, contrairement au reste de ce que fait le Chat Noir qui sont des romans fantastiques, d'horreur, etc. Et du coup j'étais contente de pouvoir le découvrir. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, pour tout vous dire il n'est pas passé très loin du coup de cœur. Dans ce roman on suit l'histoire de Jessica. Jessica a une vie qui n'est pas forcément très simple, déjà parce qu'elle a perdu son père quand elle était enfant et que du coup elle vit avec sa mère et sa sœur et que le deuil de leur père est déjà quelque chose qui pèse. Et finalement Jessica va avoir une sorte de période d'accalmie dans sa vie, de période un peu plus joyeuse dans sa vie, puisqu'elle va faire la rencontre de Vivi. Les deux jeunes femmes vont tomber très amoureuses, elles se rencontrent au lycée, elles tombent très amoureuses et elles vont rester pendant 2 ans ensemble, sauf que Vivi va décéder. Vivi va mourir de manière très soudaine d'une maladie et pour Jessica c'est vraiment le drame, c'est l'effondrement, c'est le deuil qui vient remettre une couche sur le deuil qu'elle avait connu avec son père et pour elle c'est vraiment l'horreur. C'est donc un roman qui parle vraiment du deuil, de la reconstruction après le deuil, des relations aussi, et c'est un roman qui est très touchant. J'ai pas mal pleuré quand même en le lisant, il faut bien que je vous l'avoue. C'est un roman qui est très touchant, qui a des personnages qui sont très attachants, des personnages qui sont intéressants. Il y a aussi une très très belle représentation, je trouve, dans ce roman, puisque du coup notre héroïne est d'origine latino, si je dis pas de bêtises, latino-mexicaine, bah, il me semble en tout cas. Et puis on a en parallèle de ça, dans son entourage, pas mal d'autres personnages qui sont soit également des personnages qui sont homosexuels. Il y a également un personnage qui est plutôt asexuel. Enfin voilà, pas mal de représentations autour d'elle. Et c'est un texte que j'ai vraiment bien apprécié. C'est un roman également qui nous entraîne finalement vers des choses qui sont assez surprenantes, puisqu'on voit également que Jessica, c'est une jeune femme qui en veut un peu à la vie pour tout ce qui se passe. Et du coup, c'est une jeune femme qui va être amenée à commettre des choses qui sont pas bien. Elle va pas tuer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais voilà, elle a beaucoup
de révolte finalement en elle par rapport à tout ce qui se passe. Elle a un profond sentiment d'injustice. Et finalement, tout ça va l'amener, dans certaines situations, va l'amener à se confronter à des groupes de parole, mais c'est pas des groupes de parole juste comme on pourrait l'entendre. D'ailleurs, j'ai adoré le groupe de parole qui est proposé, je l'ai trouvé vraiment super chouette, et ces passages-là m'ont très souvent émue. Et puis, ça l'amène également à rencontrer d'autres choses, etc., pour essayer de se remettre en selle. C'est également un roman dans lequel l'art a une part très importante. L'art est montré sous différentes formes et on nous montre vraiment l'art comme étant une thérapie qui peut nous aider dans la vie, et c'était vraiment super chouette. Voilà, c'est un roman qui en plus de ça est très addictif, qui se lit très bien. Le côté familial aussi est très fort, toutes les relations sont vraiment intéressantes, les relations que montre Jessica, donc forcément la relation qu'elle avait avec Vivi, mais également les relations qu'elle a avec les autres. C'est un roman qui est construit avec des chapitres qui sont en alternance entre le présent et le passé. Et du coup, au fur et à mesure des chapitres du passé, on revient petit à petit sur sa relation avec Vivi. C'était vraiment un super roman, j'ai beaucoup aimé. Ça a été un coup de cœur pour plein de personnes et je comprends pourquoi, parce que voilà, comme je le disais, pour moi, c'est pas passé très loin. Et du coup, j'ai mis la note de 18/20. Ensuite, je me suis lancée dans le roman Dans l'ombre de Paris par Morgane Ofglenko aux éditions Naos. Donc c'est le premier tome de la série La Dernière Geste. Et celui-ci pour le coup ça a été un coup de cœur. Voilà, pas de suspense. Oui, celui-ci pour le coup ça a été un petit coup de cœur pour moi. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment excellent. Pour ce qui est de l'histoire, ça va être assez compliqué à vous résumer. On suit notre héroïne, c'est la princesse Yuri. La princesse Yuri, du coup, elle est, je crois, 3e dans la lignée de succession pour le trône du Japon. Et elle a grandi en partie en France et en partie au Japon. En sachant qu'on est ici, en fait, sur un univers de fantasy. C'est un univers de fantasy qui est un peu à la mélange entre de la fantasy et de l'Uchronie. Donc effectivement, il y a certains empires comme on les connaît, comme c'est le cas du Japon, de la France, mais il y a également d'autres empires qui n'existent pas vraiment ou qu'on suppose être un peu des mélanges d'empires celtes par exemple, mais voilà, ce sont des choses qui sont quand même fictives. Et du coup, donc Yuri a grandi en partie en France, mais elle est rentrée au Japon et elle va recevoir un jour une lettre de son père qui lui dit qu'elle doit absolument rentrer maintenant, mais il lui explique pas pourquoi, et donc voilà, elle doit prendre le rail et revenir en France. Du coup, donc la première partie du récit déjà, c'est tout ce qui se passe sur le rail et c'était déjà super intéressant. On nous présente également donc dans cet univers finalement les différents empires, les différentes puissances qui règnent, mais également les différentes espèces, puisqu'il n'y a pas que des humains dans ce récit. Il y a également des fées et en fait plein de différents types de fées. Il y a des fées qui peuvent voler, il y a des fées qui ont plutôt des relations avec l'air, avec la brume, plus en rapport avec l'eau. Enfin voilà, il y a des fées également qui sont des sortes de feux follets, donc du coup, enfin voilà, pas mal d'espèces finalement différentes. Et du coup, sur le rail, typiquement le rail c'est un endroit où les capitaines ont décidé, enfin les capitaines, les chefs de... Comment ils appellent ça? Les chefs de rame, c'est ça, décident en fait que voilà, la loi c'est que si tu travailles pour le rail, tu es une fourmi, et à partir du moment où tu es une fourmi, peu importe de quelle espèce tu es juste une fourmi, et donc tu es protégée de la même manière, quelle que soit l'origine qui est la tienne, tu as le statut de fourmi et c'est comme ça. Et puis on a également des peuples. Alors pour le Japon on nous explique pas vraiment comment ça se passe, mais en tout cas en France ce qu'on nous explique c'est que finalement toutes ces fées sont extrêmement mal vues, sont même souvent arrêtées, tuées, etc. Ou bien utilisées complètement comme esclaves. Et c'est également un peu le cas de tout ce qui va être des espèces modifiées, puisqu'il y a aussi des espèces modifiées un peu à la limite du robot, et c'est pareil, clairement c'est considéré comme des esclaves, même si ce sont des gens complètement dotés de connaissances et de réflexion. Mais voilà, et ce qu'on nous explique du coup, c'est qu'à Paris, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un réseau souterrain qui s'est construit donc sous Paris, et qui, lui aussi, donc lui, c'est... Les gens qui sont dedans sont surnommés des rats, et à nouveau c'est une forme de société alternative qui est faite pour que les gens soient considérés de manière égale. Donc nous, Yuri se retrouve à arriver, et finalement en fait Yuri, quand elle arrive en France, elle va découvrir que, stupeur, elle est destinée à épouser le prince de France, l'héritier du trône de France, et elle sait pas trop comment réagir à tout ça, et finalement elle va être entraînée dans
des aventures qu'elle n'imagine pas vivre et qu'on n'imagine pas forcément vivre non plus. Et il va se passer ensuite beaucoup de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce roman de Morgane of Glencoe, c'est que je trouve que Morgane a réussi à développer un univers super complet, avec plein d'espèces différentes, des sociétés différentes entre le rail, entre les rats, enfin tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un titre qui était du coup avec un univers super complet, et en même temps on n'est pas perdu dans le récit. Et puis on a aussi des personnages qui sont très attachants, des personnages qui sont très variés. C'est également un titre, comme je le disais, qui est plein de surprises. Le fait qu'il y ait aussi plein de surprises, c'est parce que finalement Morgane of Glencoe ose faire plein de choses avec ses personnages, avec leur destin, etc. Et du coup, des choses qui nous paraissent un peu trop grosses pour pouvoir arriver, voilà, finalement, il y a plein de choses qui se passent et qu'on n'aurait pas forcément imaginé pouvoir se passer, ou pas en tout cas forcément dès le premier tome. Et c'était vraiment super chouette. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite. Et en plus du coup de cette écriture qui nous porte, des personnages attachants, de l'univers détaillé, des surprises tout le temps, on a également plein de messages super intéressants. On a des messages autour du féminisme, on a des messages qui ont beaucoup de messages en fait de tolérance de manière générale, et qui disent que finalement chaque personne peut faire les choses, et à partir du moment où on la laisse faire, où on lui en donne le droit, on lui en donne l'opportunité, finalement qu'on soit un fée ou un homme, voilà, on peut faire les choses, on mérite le même respect, qu'on soit une femme ou un homme, et bien c'est pareil, une femme peut quand même tirer au pistolet, une femme peut quand même faire des choses, elle n'est pas juste là pour faire la cuisine et être polie et sourire. Et c'est pareil, il y a également des questions dessus autour du genre, autour de la sexualité, enfin plein de choses qui sont abordées, et j'ai trouvé ça super chouette quand on arrive à mélanger à la fois de la fantaisie aussi intéressante, des personnages attachants, des surprises, et puis en plus si on rajoute plein de messages importants autour de la tolérance, etc. Pour moi c'est banco, et du coup voilà. Ce qui explique donc pourquoi j'ai eu effectivement un coup de cœur pour ce roman. Du coup j'ai mis la note de 19/20, ça n'a pas été encore le coup de cœur intersidéral, mais le coup de cœur intersidéral ça m'arrive quand même pas très souvent, à peu près une fois par an. Déjà du coup des romans auxquels je mets des coups de cœur, il y en a peu chaque année, donc voilà, en tout cas ouais, vraiment une très très bonne lecture, et du coup pour l'instant c'est ma meilleure lecture en roman de l'année. Voilà. Et du coup pour terminer, je me suis lancée dans Écume, donc la quête des opales. C'est écrit par Sarah Driver et c'est aux éditions Fleurus. Je l'ai reçu de leur part et je les en remercie. Je l'avais déjà vu passer en librairie, et forcément avec cette superbe couverture, autant dire qu'il m'avait plutôt tapé dans l'œil. On est ici sur un récit de fantasy jeunesse, donc c'était encore une lecture dans le cadre du mois de la fantasy qui avait eu lieu au mois de mai. Et du coup ici on est sur un roman de fantasy qui se passe essentiellement sur un bateau qui s'appelle La Chasseresse. On a au début du roman deux cartes en fait. On a tout d'abord une carte de l'univers, et puis on a également une carte de la chasseresse. Et du coup sur cette chasseresse, c'est une vieille dame finalement qui est la capitaine du navire, et cette vieille dame vit sur le navire avec ses deux petits enfants, du coup notre héroïne qui s'appelle Mouse et son petit frère qui s'appelle, je sais plus comment, Sparrow. Du coup, donc ils sont ensemble sur ce navire, et puis finalement il va se passer des choses sur le navire qui vont un petit peu chambouler l'ordre, et on va également apprendre qu'il y a des gens qui se mettent à la quête des opales. La quête des opales, c'est quelque chose qui permettrait en fait, si on réunit les opales sur une couronne, ça confère un grand pouvoir. Sauf que pour pouvoir récupérer tout ça, et bien par exemple la couronne, on nous dit qu'elle est dans le ventre des baleines, donc du coup qu'il faut tuer des baleines pour pouvoir la récupérer, etc. et ce genre de choses. Dans ce roman, pas mal de personnages ont un pouvoir magique, c'est le cas du coup des personnes de la famille de Mouse. Mouse du coup elle a un pouvoir qui est de parler aux animaux, et son petit frère Sparrow lui il a un pouvoir qui est qui peut je crois chanter pour attirer les baleines, mais il peut également, il peut chanter pour attirer les baleines, mais c'est ce qui permet également par exemple de pouvoir faire avancer leur bateau. Et puis par contre il a également de plus en plus souvent des sortes de transes qui se passent, et pendant ces transes on voit bien que ça pourrait être quelque chose d'assez dangereux. Du coup voilà, il va se passer pas mal de choses, et puis donc il y a cette quête des opales qui arrive, et puis des éléments en plus sur le bateau, avec un peu des quêtes, des jeux de pouvoir pour savoir qui doit prendre le commandement du bateau.
C'est un roman, comme je vous disais, qui est destiné à la jeunesse, mais à la jeunesse à partir d'un certain âge. C'est un roman qu'on pourrait plutôt qualifier de middle grade, du coup à partir de 11-12 ans je dirais. En tout cas c'est plutôt à réserver à des enfants qui sont déjà des lecteurs et qui ont déjà lu des univers imaginaires, puisque c'est pas forcément le roman le plus simple à comprendre. Il y a quand même pas mal d'enjeux différents, un univers assez complexe, et c'est pas non plus l'écriture la plus fluide et la plus destinée à des enfants. Ça reste un récit pour la jeunesse, mais voilà, pour les enfants qui savent déjà lire, qui sont déjà à un certain niveau. C'est un titre que j'ai bien apprécié parce que justement j'ai trouvé que son univers était complexe et j'étais assez surprise finalement par tout ce qui est proposé dedans. Et c'est également un univers qui est assez sombre et j'ai bien aimé la manière dont on montre le rapport au monde et l'équilibre du monde. Ce sera une trilogie, mais je trouve qu'on le voit déjà ici que voilà, l'équilibre du monde c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui permet que tout marche. Et c'est un roman qui peut parfois surprendre parce que quand même on nous explique que les gens s'habillent avec des peaux de morse, qui tuent du coup certains animaux etc. pour pouvoir s'habiller, mais aussi parce qu'ils sont souvent dans le Grand Nord et que du coup il fait très froid, c'est pour ça qu'ils s'habillent avec des peaux de phoque d'ailleurs en fait. Et du coup ouais, c'est vrai que ça peut un peu surprendre, dans un roman jeunesse on se dit ah ils s'habillent avec des peaux de phoque, mais oui. Donc ouais, c'est pas forcément hyper sympa, et si vous éduquez vos enfants complètement dans le bien-être animal, peut-être que c'est pas l'idéal. Mais à côté de ça, on nous dit également par exemple que les baleines sont vraiment très importantes, elles sont quasiment considérées comme des dieux par la famille en question qu'on suit. Elles sont vraiment considérées voilà, comme l'animal le plus important de l'océan, et on nous montre bien que s'il n'y a plus de baleines, vraiment c'est la catastrophe. Donc voilà, du coup il y a un rapport à l'animal qui est assez particulier, mais on nous explique également voilà, que les animaux, pour le coup s'ils les tuent, ils les mangent, ils se servent de leur peau, voilà, ils font tout. Et c'est pas juste on les tue comme ça. Donc voilà, après il y a certains éléments qui manquaient parfois pour moi un petit peu de logique, je comprenais pas trop bien où voulait en venir l'autrice dans certains rebondissements. Mais sinon c'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié. On a une galerie de personnages qui sont plutôt sympathiques, un univers assez complet déjà, et puis du coup un côté très marin qui pour le coup pour moi me plaît toujours. Du coup ouais, je lui ai mis du coup la note de 15/20 et je suis curieuse de découvrir la suite. Le second tome est déjà paru en français, le troisième pas encore, mais il est déjà sorti en anglais par contre. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. J'espère que je vous aurais donné envie d'en découvrir certains, et puis surtout forcément les deux que j'ai beaucoup appréciés, donc Le Secret du Colibri et Dans l'ombre de Paris, qui ont vraiment été pour moi de très très belles lectures. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu sinon d'autres romans des autrices, oui d'ailleurs, puisque ce ne sont que des femmes. Si vous avez lu du coup d'autres romans des autrices, si vous en avez d'autres à me recommander, ou d'autres romans un peu dans le même style à me recommander. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!